Chapitre 5. À l'aventure! Le voyage de l'Abraham Lincoln, pendant quelque temps, ne fut marqué par aucun incident. Cependant, une circonstance se présenta, qui mit en relief la merveilleuse habileté de Ned Land et montra quelle confiance on devait avoir en lui. Au large des Malouines, le 30 juin, la frégate communiqua avec des baleiniers américains, et nous apprîmes qu'ils n'avaient eu aucune connaissance du narwal. Mais l'un d'eux, le capitaine du Monroe, sachant que Ned Land était embarqué à bord de l'Abraham Lincoln, demanda son aide pour chasser une baleine qui était en vue. Le commandant Farragut, désireux de voir Ned Land à l'œuvre, l'autorisa à se rendre à bord du Monroe. Et le hasard servit si bien notre Canadien qu'au lieu d'une baleine, il en harponna deux d'un coup double, frappant l'une droit au cœur et s'emparant de l'autre après une poursuite de quelques minutes. C'est absolument horrible. Non à la chasse aux baleines. Non. Les Malouines. Petite photo là pour nous donner envie de repartir en vacances. Peut-être. Regardez comme c'est beau, les amis. Regardez comme c'est beau et regardez où c'est. Regardez où c'est les Malouines. Vous voyez ça? C'est quand même extraordinaire. Décidément, si le monstre a jamais affaire au harpon de Ned Land, je ne parierai pas pour le monstre. Suivant la taille du machin, le harpon, ça va juste peut-être une petite piqûre de moustique, hein, le harpon. Hein. La frégate prolongea la côte sud-est de l'Amérique avec une rapidité prodigieuse. Le 3 juillet, nous étions à l'ouvert du détroit de Magellan, à la hauteur du cap des Vierges. Mais le commandant Farragut ne voulut pas prendre ce sinueux passage et manœuvra de manière à doubler le cap Horn. L'équipage lui donna raison à l'unanimité. Et en effet, était-il probable que l'on pût rencontrer le narwal dans ce détroit resserré? Bon nombre de matelots affirmaient que le monstre n'y pouvait passer, qu'il était trop gros pour cela. Le 6 juillet, vers 3 heures du soir, l'Abraham Lincoln, à 15 milles dans le sud, doubla cet îlot solitaire, ce roc perdu à l'extrémité du continent américain, auquel des marins hollandais imposèrent le nom de leur villa natale, le Cap Horn. La route fut donnée vers le nord-ouest, et le lendemain, l'hélice de la frégate battit enfin les eaux du Pacifique. « Ouvre l'œil, répétaient les matelots de l'Abraham Lincoln. Et il l'ouvrait démesurément, les yeux et les lunettes un peu éblouis, il est vrai, par la perspective de $2000, ne restèrent pas un instant au repos. Jour et nuit, on observait la surface de l'océan, et les nyctalopes, dont la faculté de voir de l'obscurité accroissait les chances de 50%, avaient beau jeu pour gagner la prime. Moi, que l'appât de l'argent n'attirait guère, je n'étais pourtant pas le moins attentif du bord. Ne donnant que quelques minutes au repas, quelques heures au sommeil, indifférent au soleil ou à la pluie, je ne quittais plus le pont du navire. Tantôt penché sur le bastingage du gaillard d'avant, tantôt appuyé à la lisse de l'arrière, je dévorais d'un œil avide le cotonneux sillage qui blanchissait la mer jusqu'à perte de vue. Donc les bastingages, c'est donc les cordes qui t'empêchent de tomber, en fait, hein. Tout simplement. C'est donc les barrières, voilà, qui bordent le pont du navire. Le gaillard d'avant constitue les parties surélevées d'un navire. Tantôt appuyé à la lisse de l'arrière, c'est ça, voilà. C'est ça, la lisse de l'arrière. Ok, tantôt appuyé à la lisse de l'arrière, le Pierre Aronnax, dominateur, bravant l'eau de son regard, essayait de trouver ce foutu narwal. Où es-tu? Narwal, où es-tu? Et que de fois j'ai partagé l'émotion de l'état-major, de l'équipage, lorsque quelque capricieuse baleine élevait son dos noirâtre au-dessus des flots. Le pont de la frégate se peuplait en un instant. Les capots vomissaient un torrent de matelots et d'officiers. Chacun, la poitrine haletante, l'œil trouble, observait la marche du cétacé. Je regardais à en user ma rétine, à en devenir aveugle, tandis que Conseil, toujours flegmatique, me répétait d'un ton calme: « Si monsieur voulait avoir la beauté de moins écarquiller ses yeux, monsieur verrait bien davantage. » Oui, j'ai besoin de cligner des yeux quand même, mon cher Conseil.
Mais, vaine émotion, l'Abraham Lincoln modifiait sa route, courait sur l'animal signalé, simple baleine ou cachalot vulgaire, qui disparaissait bientôt au milieu d'un concert d'imprécations. Imprécations. Malédiction proférée contre quelqu'un, parole ou souhait appelant le malheur sur quelqu'un. Bah oui, ils étaient mécontents. Ils étaient mécontents, ces chers matelots. Et ouais. Cependant, le temps restait favorable. Ouais, bah ça c'est vrai que c'est un truc à noter, hein. Ils ont de la chance pour le moment, hein. Le voyage s'accomplissait dans les meilleures conditions. C'était alors la mauvaise saison australe, car le juillet de cette zone correspond à notre janvier d'Europe. Mais la mer se maintenait belle et se laissait facilement observer dans un vaste périmètre. Ned Land montrait toujours la plus tenace incrédulité. Il affectait même de ne point examiner la surface des flots en dehors de son temps de bordée. Du moins, quand aucune baleine n'était en vue. Et pourtant, sa merveilleuse puissance de vision aurait rendu de grands services. Mais 8 heures sur 12, cet entêté de Canadien lisait ou dormait dans sa cabine. 100 fois, je lui reprochai son indifférence. « Bah, répondait-il, il n'y a rien, monsieur Aronnax. Ayant-il quelque animal, quelle chance avons-nous de l'apercevoir? Est-ce que nous ne courons pas à l'aventure? On a revu, dit-on, cette bête introuvable dans les hautes mers du Pacifique, je veux bien l'admettre. Mais 2 mois déjà se sont écoulés depuis cette rencontre, et à s'en rapporter au tempérament de votre narwhal, il n'aime point à moisir longtemps dans les mêmes parages. Il est doué d'une prodigieuse facilité de déplacement. Or, vous le savez mieux que moi, monsieur le professeur, la nature ne fait rien à contresens. Elle ne donnerait pas à un animal lent de sa nature la faculté de se mouvoir rapidement, s'il n'avait pas besoin de s'en servir. Donc si la bête existe, elle est déjà loin. À cela, je ne savais que répondre. Évidemment, nous marchions en aveugle. Mais le moyen de procéder autrement? Aussi, nos chances étaient-elles fort limitées. Cependant, personne ne doutait encore du succès, et pas un matelot du bord n'eût parié contre le narwhal et contre sa prochaine apparition. Le 20 juillet, le tropique du Capricorne fut coupé par 105 degrés de longitude et le 27 du même mois, nous franchissions l'équateur sur le 110e méridien. Ce relèvement fait, la frégate prit une direction plus décidée vers l'ouest et s'engagea dans les mers centrales du Pacifique. Le commandant Farragut pensait, avec raison, qu'il valait mieux fréquenter les eaux profondes et s'éloigner des continents ou des îles dont l'animal avait toujours paru éviter l'approche. Sans doute parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour lui, disait le maître d'équipage. La frégate passa donc au large des Pomotou, des Marquises, des Sandwiches, coupa le tropique du Cancer par 132 degrés de la longitude et se dirigea vers les mers de Chine. Alors, île Pomotou, ça c'est mignon ça. Archipel des Tuamotu. Donc on arrive dans la Polynésie française, etc. Là, on est vraiment au beau milieu de nulle part. Nous étions enfin sur le théâtre des derniers ébats du monstre. Et pour tout dire, on ne vivait plus à bord. Les cœurs palpitaient effroyablement et se préparaient pour l'avenir d'incurable anévrisme. L'équipage entier subissait une surexcitation nerveuse dont je ne saurais donner l'idée. On ne mangeait pas, on ne dormait plus. 20 fois par jour, une erreur d'appréciation, une illusion d'optique de quelques matelots perchés sur les barres causait d'intolérables douleurs, et ces émotions, 20 fois répétées, nous maintenaient dans un état d'éréthisme trop violent pour ne pas amener une réaction prochaine. D'éréthisme. Augmentation morbide de l'activité d'un orgasme. D'un organe, pardon. Augmentation des bruits du cœur. Passion maladive à l'état d'exaltation, c'est ça le sens figuré. Le sens figuré de éréthisme, c'est passion maladive à l'état d'exaltation. Ouais, mais en même temps, je vois passion, exaltation, voilà, c'est les skis qui se croisent au final, hein. Voilà. Et en effet, la réaction ne tarda pas à se produire. Pendant 3 mois,
3 mois dont chaque jour durait un siècle. L'Abraham Lincoln sillonna toutes les mers septentrionales du Pacifique, courant aux baleines signalées, faisant de brusques écarts de route, virant subitement d'un bord sur l'autre, s'arrêtant soudain, forçant ou renversant sa vapeur, coup sur coup, au risque de déniveler sa machine, et il ne laissa pas un point inexploré des rivages du Japon à la côte américaine. Et rien que l'immensité des flots déserts, rien qui ressemblât à un narwal gigantesque, ni à un îlot sous-marin, ni à une épave de naufrage, ni à un écueil fuyant, ni à quoi que ce soit que ce fût de ni à quoi que ce fût de surnaturel. La réaction se fit donc. Le découragement s'empara d'abord des esprits, et ouvrit une brèche à l'incrédulité. Un nouveau sentiment se produisit d'abord, qui se composait de 3/10 de honte contre 7/10 de fureur. On était tout bête de s'être laissé prendre à une chimère, mais encore plus furieux. Les montagnes d'arguments entassés depuis 1 an s'écroulèrent à la fois et chacun ne songea plus qu'à se rattraper aux heures de repas ou de sommeil du temps qu'il avait si sottement sacrifié. Avec la mobilité naturelle à l'esprit humain, d'un excès, on se jeta dans un autre. Les plus chauds partisans de l'entreprise devinrent fatalement ses plus ardents détracteurs. La réaction monta des fonds du navire, du poste des soutiers jusqu'au carré de l'état-major, et certainement sans un entêtement très particulier du commandant Farragut, la frégate eut définitivement remis le cap au sud. Cependant, cette recherche inutile ne pouvait se prolonger plus longtemps. L'Abraham Lincoln n'avait rien à se reprocher, ayant tout fait pour réussir. Jamais équipage d'un bâtiment de la marine américaine ne montra plus de patience et plus de zèle. Son insuccès ne saurait lui être imputé, il ne restait plus qu'à revenir. Une représentation dans ce sens fut faite au commandant. Le commandant tint bon. Les matelots ne cachèrent point leur mécontentement, et le service en souffrit. Je ne veux pas dire qu'il y eut révolte à bord, mais après une raisonnable période d'obstination, le commandant Farragut, comme autrefois Colomb, demanda 3 jours de patience. Si, dans le délai de 3 jours, le monstre n'avait pas paru, l'homme de barre donnerait 3 tours de roue et l'Abraham Lincoln ferait route vers les mers européennes. Cette promesse fut faite le 2 novembre. Elle eut tout d'abord pour résultat de ranimer les défaillances de l'équipage. L'océan fut observé avec une nouvelle attention. Chacun voulait lui jeter ce dernier coup d'œil dans lequel se résume tout le souvenir. Les lunettes fonctionnèrent avec une activité fiévreuse. C'était un suprême défi porté au narwal géant, et celui-ci ne pouvait raisonnablement se dispenser de répondre à cette sommation à comparaître. 2 jours se passèrent. L'Abraham Lincoln se tenait sous petite vapeur. On employait 1000 moyens pour éveiller l'attention ou stimuler l'apathie de l'animal, au cas où il se fût rencontré dans ces parages. D'énormes quartiers de lard furent mis à la traîne pour la plus grande satisfaction des requins, je dois le dire. Les embarcations rayonnèrent dans toutes les directions autour de l'Abraham Lincoln, pendant qu'il mettait en panne et ne laissèrent pas un point de mer inexploré. Mais le soir du 4 novembre arriva sans que se fût dévoilé ce mystère sous-marin. Les embarcations rayonnèrent autour de la frégate. C'est beau, c'est beau. Le lendemain, 5 novembre à midi, expirait le délai de rigueur. Après le point, le commandant Farragut, fidèle à sa promesse, devait donner la route au sud-est et abandonner définitivement les régions septentrionales du Pacifique. La frégate se trouvait alors par 31 degrés 15 minutes de latitude nord et par 136 degrés 42 minutes de longitude est. Les terres du Japon nous restaient à moins de 200 000 sous le vent. La nuit approchait. On venait de piquer 8 heures. De gros nuages voilaient le disque de la lune, alors dans son premier quartier. La mer ondulait paisiblement sous l'étrave de la frégate. En ce moment, j'étais appuyé à l'avant sur le bastingage de tribord.
Conseil, posté près de moi, regardait devant lui. L'équipage, juché dans les hauts bancs, examinait l'horizon qui se rétrécissait et s'obscurcissait peu à peu. Les officiers, armés de leurs lorgnettes de nuit, fouillaient l'obscurité croissante. Parfois, le sombre océan étincelait sous un rayon que la lune dardait entre la frange de 2 nuages. Puis, toute trace lumineuse s'évanouissait dans les ténèbres. En observant Conseil, je constatai que ce brave garçon subissait tant soit peu l'influence générale. Du moins, je le crus ainsi. Peut-être, et pour la première fois, ses nerfs vibraient-ils sous l'action d'un sentiment de curiosité. « Allons, Conseil, lui dis-je. Voilà une dernière occasion d'empocher 2000 $. Que monsieur me permette de le lui dire, répondit Conseil. Je n'ai jamais compté sur cette prime. Et le gouvernement de l'Union pouvait promettre 100 000 $, il n'en aurait pas été plus pauvre. Tu as raison, Conseil. C'est une sotte affaire après tout, et dans laquelle nous nous sommes lancés trop légèrement. Que de temps perdu, que d'émotions inutiles. Depuis 6 mois déjà, nous serions rentrés en France. Dans le petit appartement de monsieur, répliqua Conseil, dans le muséum de monsieur. Et j'aurais déjà classé les fossiles de monsieur. Et le babiroussa de monsieur serait installé dans sa cage du jardin des plantes, et il attirerait tous les curieux de la capitale. Comme tu dis, Conseil. Et sans compter, j'imagine, que l'on se moquera de nous. Effectivement, répondit tranquillement Conseil. Je pense que l'on se moquera de monsieur. Et faut-il le dire? Il faut le dire, Conseil. Eh bien, monsieur n'aura que ce qu'il mérite. Vraiment. Quand on a l'honneur d'être un savant comme monsieur, on ne s'expose pas... Conseil ne put achever son compliment. Au milieu du silence général, une voix venait de se faire entendre. C'était la voix de Ned Land, et Ned Land s'écriait « Oui, la chose en question, sous le vent, par le travers à nous !» C'est une blague, je viens de capter que ça se déroule juste 1 an après la guerre de sécession. Ah bon. Ok. 1865, ouais. Ah oui, puis tu m'avais dit 1866. 61 à 65. C'est pour ça qu'il dit le gouvernement de l'Union. Ah mais oui. C'est pour ça qu'il dit le gouvernement de l'Union. Durant la guerre de sécession, l'Union est le nom utilisé pour faire référence aux 23 États des États-Unis qui ne faisaient pas partie de la Confédération. Bien que l'Union ait inclus des États de l'Ouest, tels que la Californie, l'Oregon et après 1864 le Nevada, et des États généralement considérés comme le Midwest, l'Union est souvent désignée par l'expression le Nord, et ses partisans par le terme les nordistes. L'ensemble représente alors au début du conflit environ 22 millions d'habitants contre les 9,1 millions du Sud. Le gouvernement national a été dirigé par le président Abraham Lincoln. Bah oui, en fait c'est vrai. C'est exactement pendant cette période. C'est vrai, c'est tout à fait logique. Le bateau s'appelle l'Abraham Lincoln. Le gouvernement de l'Union, ça fait référence aux États du Nord pendant la guerre de sécession. Bah voilà, bouclé. Merci infiniment de votre présence, merci infiniment de votre soutien. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end, et puis à très vite. Ciao!